Voilà. On reprend là où on en était dans la dernière vidéo, à savoir qu'est-ce que l'intérêt général. L'intérêt général, on l'a vu, en tout cas on le pressentait, ce n'est pas simplement la somme des désirs individuels des citoyens, c'est au contraire un intérêt qu'ils partagent tous, en commun. Si ce n'était que la somme des intérêts individuels, alors dans ce cas-là, le but du politique, ce serait de satisfaire le désir de chacun, et ces désirs, on l'a vu avec Platon, sont des désirs contradictoires. Alors, l'intérêt général, s'il faut en donner une première définition, on pourra dire qu'il consiste dans le maintien de l'ordre public. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Il y a deux définitions possibles de l'ordre public, une définition matérielle et une définition immatérielle. Pour ce qui est de la définition matérielle, le droit administratif français montre que finalement l'intérêt général consiste en la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. La crise du coronavirus à laquelle nous sommes confrontés est une crise qui met en jeu ces trois aspects. Il s'agit de faire en sorte, bien sûr, que les gens soient en sécurité, donc les pouvoirs régaliens que sont la police et l'armée sont absolument nécessaires. Il faut aussi agir dans le sens de la salubrité, et ça met en jeu les services publics tels que l'hôpital, mais aussi, pourquoi pas, l'éducation nationale. Et l'ensemble finalement de ces éléments de l'ordre public, c'est bien un souverain qui va permettre finalement de les protéger. Alors pour voir ça, on va passer par la philosophie du philosophe anglais Thomas Hobbes et de son ouvrage Le Léviathan. On va d'abord voir l'intérêt public matériel et ensuite l'intérêt public immatériel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Léviathan? Bonne question. Le Léviathan, vous connaissez sans doute tous le Pokémon Léviator qu'on peut capturer donc dans le lac Colère, comme le rappelait un de vos camarades, Warren, si je ne me trompe pas. Euh, le Léviathan, c'est un monstre marin biblique qui est censé arriver sur Terre lors de l'Apocalypse, suivant la Bible. Son répondant terrestre est le Béhémoth. Quelle est la caractéristique du Léviathan, de ce monstre marin? C'est son absolue puissance sur les mers. Et Hobbes, en écrivant le Léviathan, donne ce titre à son ouvrage parce qu'il désigne par là la souveraineté anglaise, la monarchie anglaise. La crainte de Hobbes, on le disait dans la vidéo précédente, c'est justement celle de la stasis. Qu'est-ce que c'est qu'une stasis, une stase? C'est la séparation du corps social. Et celui-ci, justement, va essayer de penser l'État. Comment est-ce qu'il va penser l'État? Dans le Léviathan, celui-ci fait l'hypothèse, euh, la fiction, d'un état de nature. Alors qu'est-ce que c'est que l'état de nature? Dans l'état de nature, chaque individu a le droit de faire l'usage de sa puissance naturelle, de sa liberté naturelle, euh, afin de survivre. La meilleure illustration de ça, c'est sans doute une série, bon, vous êtes un peu jeune, donc il n'est pas certain que vous la regardiez tous, c'est The Walking Dead. Qu'est-ce qui se passe dans The Walking Dead? Il y a une crise sanitaire d'ampleur, un petit peu comme le coronavirus, sauf que problème, les gens qui meurent se réveillent, deviennent des morts vivants, infectieux, pourchassent tout le monde, et petit à petit, l'État, ainsi que les institutions comment dire, qui lui sont rattachés, c'est-à-dire la police, l'armée, etc., tout sombre. Il n'y a plus, finalement, de garant de l'ordre public. À ce moment-là, tous les individus vont devoir chercher à survivre par leurs propres moyens sans avoir le pouvoir contraignant de la loi. Ce pouvoir contraignant de la loi fait que, par exemple, vous ne pouvez pas vous balader dans la rue, jeter une boîte de conserve sur quelqu'un, le tuer et repartir indemne. La police va vous attraper, l'armée va vous arrêter. En l'occurrence, dans The Walking Dead, c'est tout l'enjeu des premières saisons, tout est permis. En réalité, euh, les individus peuvent utiliser leur puissance naturelle pour faire ce qu'ils veulent. Donc ils peuvent commettre, par exemple, des meurtres sans être inquiétés. Toute cette fiction, toute cette série sur l'état de nature montre que, et c'est la formule de Hobbes, finalement, si chacun peut faire usage de sa puissance et qu'il n'y a pas d'État, alors nous sommes dans une situation objective de guerre de tous contre tous. Et
Dans la guerre de tous contre tous, chacun se fait justice lui-même. Il n'y a donc pas d'ordre public. Et c'est un cycle de vengeance infinie qui se met en place. De ce point de vue-là, nous avions vu en cours avec certains d'entre vous ce qu'était la loi du talion. Alors qu'est-ce que c'est que la loi du talion? Talion, T-A-L-I-O-N. La loi du talion, c'est une loi biblique euh, simple pour pouvoir mettre en place une forme de justice euh, punitive, où la formule est la suivante. Œil pour œil, dent pour dent. Dans un tel, euh, dans un tel registre, euh, pourquoi est-ce que la loi du talion va être un échec? C'est quelque chose qu'on avait vu ensemble. Bon, tu me crèves un œil, je te crève un œil. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas là? Pourquoi est-ce que, pour autant, il va y avoir toujours la nécessité d'aller plus loin? Et pourquoi est-ce que les conflits, les vendettas, les vengeances vont toujours plus loin? Eh bien, vous vous souvenez sans doute de lorsque vous étiez à la maternelle, ou même en primaire ou au collège pour certains d'entre vous, euh, lorsque deux petits bambins se tapaient dessus et que finalement ils étaient attrapés par la peau du cou et qu'on les mettait l'un en face de l'autre et qu'on disait bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la nature de votre conflit? Que répondaient les enfants? Non, c'est pas moi, madame. C'est pas moi, monsieur. C'est lui qui a commencé. C'est-à-dire que si vous me crevez un œil et que je vous crève un œil, finalement, je peux réparer arithmétiquement finalement le dommage que vous m'avez fait. Par contre, je ne peux pas réparer le fait que c'est vous qui avez commencé par me faire ce dommage. Et donc, je vais me venger avec un petit quelque chose en plus. Je ne vais pas simplement vous crever un œil, je vais aussi vous casser une dent, par exemple. Et ce cycle infini de vengeance fait que, finalement, toujours, la violence est recommencée. Dans l'état de nature, il n'y a pas de puissance souveraine qui puisse mettre fin au conflit. Et comme le dit Hobbes, dans un tel état, la vie de l'homme est brève, violente et animale. Alors, justement, que se passe-t-il lorsque l'État intervient, lorsque les individus vont mettre en place un État? L'État étant surpuissant, ayant le monopole de la violence légitime, comme dirait Weber, euh, a la capacité à mettre fin à tous les conflits. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas abattre l'État. Il est trop puissant. Il est le Léviathan. Et donc, les individus vont se socialiser, selon Hobbes, à partir d'un contrat social. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat? Un contrat, c'est finalement un lien juridique qui spécifie les obligations de tous les individus partis au contrat. Par exemple, je ne sais pas, je suis boulanger, j'ai besoin de farine toutes les semaines pour produire mes baguettes, eh bien, je promets de donner 1000 euros en échange de cette farine. Je le fais, voilà, c'est un contrat d'un an, renouvelable ou non. Et le contrat social, de la même manière, est un contrat d'ampleur, tacite, qui suppose à tous la nécessité de renoncer à l'usage de leur violence et de leur liberté naturelle au profit de leur liberté civile ou politique. Concrètement, je renonce au fait de me venger et je donne ma puissance à l'État d'agir à ma place. C'est ainsi que la justice institutionnelle se met en place et que ma liberté civile est possible. On passe d'une part donc d'un état de nature ultra-violent à un état civil où il est possible finalement de vivre en sécurité. Et donc, de ce point de vue-là, l'État a pour rôle, selon Hobbes, de défendre une première forme d'intérêt général qui est la condition même de la société. Et pour lui, cette première condition, c'est celle de la sécurité et de la tranquillité. Quand on prend les pouvoirs donc, des autorités administratives en France, par exemple, euh, prenons celle du préfet, celui-ci, le maire aussi, hein, a pour devoir et pour rôle de maintenir la sécurité publique. Et cela peut passer par diverses choses. Ça peut être, bien sûr, éviter les rassemblements de hooligans ou les rixes possibles dans la rue, mais ça peut passer par des choses plus concrètes, plus banales, comme par exemple faire attention à ce qu'une discothèque ne fasse pas trop de bruit, qu'elle ne trouble pas le voisinage.
Si tel est le cas, le maire a la possibilité, par un arrêté, finalement, de mettre fin aux troubles occasionnés par la discothèque. Donc, on voit qu'entre le contrat social hobsien et le fait de fermer une discothèque, il y a une continuité qui est le fait de, finalement, protéger l'intérêt général en garantissant la sécurité et la tranquillité de chacun. Donc, première définition de l'intérêt général, ce sera simplement le maintien de l'ordre public et de la sécurité des citoyens. Alors, le maintien de l'ordre public et de la sécurité des citoyens, c'est une définition matérielle. Mais on peut aussi penser qu'il y a une définition immatérielle de l'ordre public. Je vous renvoie au frontispice du Léviathan. Alors, bon, techniquement, je ne suis pas très fort pour l'instant avec les outils d'Internet, donc je ne peux pas vous mettre le lien sur la vidéo, mais je le mets en tout, là, ici, si je ne me trompe pas. Et vous trouverez le lien qui vous enverra vers le frontispice du Léviathan. Qu'est-ce qu'on voit sur le frontispice du Léviathan? C'est une image qu'a fait Maître Hobbes au début de son ouvrage, où on voit une figuration du souverain. Si vous prenez donc le frontispice, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un homme qui tient en main un glaive et un sceptre. Il a un visage unique, qui est celui du souverain, et il a un corps qui est composé de milliers et de milliers d'individus. Qu'est-ce que cela signifie? Pour qu'il y ait une unité du souverain, il faut qu'il y ait un corps social uni. Il est uni par le contrat social justement. Le fait que chacun ait renoncé à sa liberté naturelle au profit de sa liberté civile permet l'existence de l'État. Si au contraire, une partie, mettons, de la nation ou du corps social fait sécession, que se passe-t-il? Eh bien, selon Hobbes, il faut comprendre la métaphore du corps presque de manière littérale. Si une partie du corps social fait sécession, eh bien, le corps se désagrège. Le corps se désagrège et on se retrouve dans une situation possible de guerre civile. Justement, pour éviter cela, il y a le contrat social, bien sûr, mais il y a aussi la puissance du souverain. Et c'est la signification du glaive qu'il tient dans l'une de ses mains. Que représente le glaive? Le glaive, il représente le monopole de la violence légitime. D'autre part, et c'est ça qui va nous intéresser spécifiquement maintenant, le souverain tient dans son autre main un sceptre. Alors, que représente le sceptre donc dans cette image hobbesienne? Selon Hobbes, le souverain ne doit pas simplement avoir un pouvoir temporel, terrestre, matériel de violence, mais il a aussi la possibilité d'édicter les valeurs d'une société. Alors, pour Hobbes, c'est tout à fait spécifique vu le contexte dans lequel il écrit. Celui-ci considère que à l'intérieur d'une nation, il faut une religion d'État. Et cette religion d'État permet de la sorte une unité du point de vue des valeurs et des croyances de la société. Pour lui, c'est un facteur de stabilité, finalement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas exactement dans la même période historique. Pour autant, on pourrait considérer qu'il est important que toute une nation partage les mêmes valeurs, en tout cas un socle de valeurs, pour pouvoir vivre ensemble. Et c'est le cas par exemple en République. Et de ce point de vue-là, on peut considérer qu'à un ordre public matériel, celui de la sécurité, s'ajoute un autre ordre public immatériel, qui n'est, comment dire, pas quantitativement constatable, comme le bruit d'une discothèque ou comme la violence dans la rue que peuvent mettre en place les individus. Alors, comment comprendre cet ordre public immatériel? Pour comprendre cela, on va partir du droit administratif français et notamment de deux décisions du Conseil d'État. La première décision du Conseil d'État est celle de 1995 de Morsan-sur-Orge. La deuxième, que nous évoquerons, est celle du Conseil d'État de 2014 contre Dieudonné Mbala Mbala. Alors, je vais noter bien sûr les références des décisions du Conseil d'État dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que le Conseil d'État? Déjà, pour commencer, c'est la plus haute juridiction administrative en France. Et il faut bien savoir qu'en France, le système juridique est divisé en deux ordres, un ordre judiciaire et un ordre administratif. Donc, il s'agit bien d'un tribunal qui rend des décisions
par rapport aux actions de l'administration. Alors, que signifie l'arrêt de Morsang-sur-Orge de 1995? Dans cet arrêt, donc je rappelle rapidement les faits. Dans une discothèque privée, les gérants de cette discothèque organisaient donc des lancers de nains. Il se trouve que cela importunait le maire donc, de Morsang-sur-Orge, qui considérait que le lancer de nains, même dans une discothèque privée, allait à l'encontre de l'ordre public. Pour autant, ces actions ayant lieu, certes, dans un établissement commercial, mais privé, eh bien, il n'y avait pas d'ordre public matériel troublé que l'on pouvait constater. Il n'y avait pas de rixe dans la rue, il n'y avait pas de problème de bruit. Et pour autant, il a fallu interdire eh bien, la possibilité du lancer de nains. Alors, comment le lancer de nains a-t-il été interdit en France? Pour le dire rapidement, le Conseil d'État a considéré qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public matériel, puisqu'il n'y avait pas de problème dans la rue, il n'y avait pas de problème de sécurité. Pour autant, le Conseil d'État a considéré qu'il y avait atteinte à la dignité humaine dès lors que on utilisait à titre de projectile des individus en situation de handicap. Et que ces individus en situation de handicap n'avaient pas la possibilité ou la souveraineté finalement d'utiliser leur corps comme ils le souhaitaient, parce que cela allait à l'encontre de la dignité humaine. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que l'État, à travers sa plus haute juridiction administrative, va réguler les comportements qui, selon lui, vont à l'encontre des valeurs fondamentales de notre contrat social, qui est constitué notamment, puisque nous sommes la patrie des droits de l'homme, par la reconnaissance de la dignité des êtres humains. Donc il y a un ordre public matériel, on l'a vu, la sécurité, la tranquillité, la salubrité, mais aussi un ordre public immatériel qui consiste dans le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. Cette décision du Conseil d'État va être confirmée notamment en 2014 dans l'arrêt Conseil d'État Dieudonné M'Balam Balam. Quels étaient les faits en l'espèce? C'était assez simple en fait. Le comique Dieudonné avait mis en place un spectacle dans lequel celui-ci faisait donc comment dire, des blagues de très mauvais goût sur la Shoah, et on pouvait considérer que ces blagues de très mauvais goût étaient une atteinte à la dignité des personnes qui avaient subi ce massacre, ce génocide, et que par sa représentation même, celui-ci faisait une forme d'apologie finalement de ces crimes contre l'humanité. Et donc, c'est à partir de cette justification que ces spectacles de Dieudonné ont été interdits parce qu'ils allaient à l'atteinte de la dignité humaine et finalement de ce qui faisait le fondement du contrat social entre les citoyens français. Donc, on voit que d'emblée, nous avons une définition minimale de ce qu'est l'intérêt général, qui est définie d'une part par un ordre matériel, la sécurité, la tranquillité, la salubrité, et d'autre part par un ordre immatériel et moral, on peut le dire, dans lequel il s'agit de conserver les valeurs, un socle de valeurs en tout cas, pour qu'il y ait un vivre ensemble possible. Alors, toute la question qui se pose tout de même, et c'est toujours la même question maintenant qu'on a défini ce que c'était que l'intérêt général, c'est qui va pouvoir mettre en place les critères de cet intérêt général et finalement de ce que c'est que l'ordre public. Après tout, à partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'il y a atteinte à l'ordre public? Et surtout, à l'ordre public immatériel. Qu'est-ce qui va me permettre de dire ce qui rentre ou non, donc, dans ma conception de ce qu'est la dignité humaine ou du droit humain? Qui va le définir? Qui, d'un point de vue politique, doit avoir le pouvoir, qui est légitime pour pouvoir le définir? Donc ça, c'est toute la question qu'on va se poser donc, dans la prochaine vidéo, c'est de savoir qui est légitime à avoir le pouvoir. Est-ce que la démocratie est véritablement une illusion? Voilà.
Donc on reprend ça dans la prochaine vidéo et j'espère que ça vous intéresse. À bientôt.